Philippe Poutou. Bonsoir. Vous êtes candidat du NPA, nouveau parti anticapitaliste, conseiller municipal de Bordeaux. On va parler de votre programme, notamment du pouvoir d'achat. Mais d'abord, pour pouvoir soumettre un programme au vote, eh bien, encore faut-il pouvoir se présenter. Et ce n'est pas joué pour le moment, puisque vous en êtes à 199 parrainages sur les 500 nécessaires. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira sont dans la même situation que vous. Là, il reste à peine 15 jours. Est-ce que vous y croyez encore ? Il reste 10 jours même. Ouais. Oui, on y croit bien sûr, parce qu'il y a 5 ans, on était au même niveau, avec le même retard. À peu près 200 parrainages, même un peu moins maintenant. Et voilà, ça se joue de toute façon sur ces 2 dernières semaines. Donc en fait, on a les équipes qui sont sur le terrain, on appelle, on rappelle les élus qui sont hésitants ou hésitantes, parce qu'il y en a beaucoup qui partagent l'idée qu'il faut des petites candidatures comme la nôtre, mais après, c'est pas simple. Bon voilà, donc il faut qu'on se batte pour ça. Oui, vous lancez là une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux, qu'on va vous montrer. Poutou doit en être, hashtag Poutou doit en être. Le maire de Cannes, David Lisnard, du parti Les Républicains, a carrément annoncé qu'il parrainerait Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même à l'opposé de ses convictions, par geste démocratique. Oui, mais c'est ça, de toute façon, la loi, c'est une caution démocratique. Donc, nous, on a pas mal d'élus. Alors, nous, c'est surtout les petites communes. Et ce sont des maires qui ont des sensibilités très différentes. Bon, il y a évidemment les maires plutôt de gauche qui sont contents de parrainer une candidature comme la nôtre. Et puis après, il y a des maires de droite pour des raisons démocratiques, ouais, effectivement. Et il faut réformer ce mode de qualification. Oui, nous on pense que ça serait le plus. Mais d'ailleurs, les élus aussi pensent qu'il faut vraiment réformer ça parce qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper, quoi. Ce qui est légitime. Après, nous on pense que c'est la population qui doit. Enfin, il doit y avoir un genre de parrainage citoyen. Un parrainage citoyen, ce serait les citoyens. On n'est pas les seuls à le demander. Des électeurs, des électeurs qui. Alors après, il faudrait trouver un seuil qui permette justement de. Ce serait quoi nous on dit 100, 150 000. Enfin, on sait pas. Et puis voilà. Puis ça paraît très normal parce que là, ça fait bizarre que ce soit des élus eux-mêmes qui parrainent des candidatures, ce qui facilite en fait les gros partis, ce qui arrange les gros partis, parce que les gros partis ont des élus et nous on n'a pas d'élus, donc du coup il y a tout un système qui tourne un peu en rond et là l'idée ce serait, mais bon après il faudrait avoir des conceptions vraiment démocratiques pour avoir vraiment envie que justement des candidatures qui ne soient pas du pouvoir puissent être là. Il y a 5 ans, qu'est-ce qui fait la différence avec il y a 5 ans, puisque vous disiez que vous étiez à peu près au même niveau. Alors qu'est-ce qui ferait que cette année, vous n'auriez pas les soutiens que vous aviez eu il y a 5 ans? On passe déjà à ses limites, ça se passe au dernier moment, on est toujours rassuré dans les derniers jours. Et là, ce qui peut nous inquiéter, c'est que d'une part, on a l'impression que les élus, on a de plus en plus marre de ce système-là, parce qu'ils sont véritablement harcelés quand même. Et donc puis ça voudrait dire quoi? D'autre part, il y a une situation, la plupart des élus ne parrainent personne. Je crois que c'est les 2 tiers à peu près qui parrainent personne. Donc en fait, l'espace se rétrécit, c'est un tiers. Et après, les difficultés qu'on a, c'est peut-être la situation politique, quand même marquée par une période quand même très à droite et même très extrême droite, idées réactionnaires et compagnie qui sont bien dans le paysage politique. Et ça pourrait être plus compliqué pour nous dans la dernière phase, parce que c'est des pressions politiques. Voilà, et donc on espère. Vous voulez dire les petits maires qui auraient des pressions politiques parce que l'électorat penchant, penchant bien à droite, l'ambiance penchant bien à droite, ça pourrait peut-être être un peu plus compliqué de parrainer des candidatures comme la nôtre qui sont quand même bien marquées, très à gauche, très anticapitalistes. Donc on ne sait pas, mais peut-être qu'on va passer le cap comme d'habitude, mais peut-être qu'on ne le passera pas. Et donc là, on lance toujours des messages d'alerte pour dire que ça serait quand même con qu'on n'y soit pas, quoi. Actualité, une randonneuse de 25 ans a été tuée ce week-end dans le Cantal. C'est un accident de chasse. Des candidats comme Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ont proposé d'interdire la chasse le week-end, les jours fériés. Alors Philippe Poutou, président, vous décidez quoi? Vous interdisez la chasse? Oui, on est sur la même idée en fait. On n'est pas du tout pour la chasse, mais l'interdire, ça paraît très compliqué. Mais par contre, l'encadrer un peu plus, parce que là, c'est des accidents dramatiques. Alors, je ne sais plus combien il y en a par an. C'est souvent d'ailleurs, c'est plutôt des chasseurs ou des chasseuses qui sont victimes des accidents. C'est un peu entre eux, mais ça arrive aussi là, ou des cyclistes ou des randonneurs ou des randonneuses. Et là, c'est dramatique. Donc nous, on pense qu'il faut l'encadrer. Donc l'encadrer, ça veut dire effectivement, c'est les idées qui sont déjà dites, mais qui étaient dites avant l'accident. C'était comment on peut faire en sorte que le week-end ou les vacances scolaires, il y ait la possibilité quand même pour les gens de pouvoir se balader sans risquer sa vie. Et puis après, il y a aussi la question de la biodiversité, parce qu'il n'y a pas juste une question c'est qu'il y a des espèces en voie de disparition. Donc là aussi, ça justifierait quand même qu'il y ait une discussion pour arriver à encadrer la chasse et limiter envers les espèces qui sont menacées de disparition. Interdire la chasse le week-end, en même temps, c'est les licenciés, le 1 million de licenciés chasseurs sont des salariés par ailleurs, ils travaillent la semaine. Mais là, le problème, c'est que si c'est pour avoir une dizaine de personnes qui y tuent, donc il y a quand même un problème, quoi. Il
y a un problème de fait, il faut trouver une solution. La solution, c'est que tout soit, enfin, la coactivité, comme on dit dans le milieu industriel. Là aussi, il faut qu'on arrive à faire à la fois celui qui a, ou celles qui ont un hobby qui est celui-là de chasser, et puis les autres qui ont envie de se balader. Il faut quand même arriver à trouver des solutions. Donc ça pose obligatoirement la question de comment on organise ça, comment on fait en sorte que justement il y ait des espaces pour tout le monde. Ça peut être aussi des endroits réservés, d'autres pas réservés. Vu que la forêt, il y a quand même un gros espace. Donc voilà, mais obligatoirement, ça suppose quand même un encadrement et pas dire non, c'est une tradition, donc ils peuvent chasser. Non, il faut quand même arriver à satisfaire un peu tout le monde. Au cœur de votre programme, il y a un sujet qui préoccupe principalement, d'ailleurs également les Français, c'est le pouvoir d'achat. Vous avez cette proposition, augmenter les salaires. Vous proposez un SMIC, en gros à 1 800 €, et une augmentation de 400 € par mois de tous les salaires. Comment vous vous y prenez pour que les patrons augmentent leur salarié de 400 € quand vous arrivez Techniquement, ça ne nous apparaît pas compliqué, puisqu'on voit qu'il y a des richesses, il y en a. Il y a des milliards, il y en a. Techniquement, après, c'est le problème, c'est politiquement. Mais techniquement, on sait qu'il y a des richesses énormes dans la société. On le voit avec les grosses fortunes, on le voit avec les profits du CAC 40, on le voit avec les dividendes. C'est des records, en plus, pendant la crise sanitaire. Il y a un rapport de l'Oxfam qui était très intéressant, qui a montré que les 43 milliardaires français ont accru leur fortune de 236 milliards d'euros. Juste pendant la période de crise sanitaire. Donc on se dit que finalement il y a de l'argent. Donc c'est la question de la redistribution des richesses, c'est la question de la réappropriation de ce qui a été capté de manière égoïste par déjà les ultra riches. Donc comment on redistribue ça? Donc du point de vue arithmétique, on sait que les richesses sont là et qu'elles peuvent aller vers l'hôpital, qu'elles peuvent aller donc vers les salaires, puisque là on discute du pouvoir d'achat. Après c'est comment politiquement on l'organise. À partir du moment où le pouvoir est entre les mains des riches, à partir du moment où le pouvoir et la décision est entre les mains des ultra riches, c'est vrai que c'est compliqué. C'est comment on impose finalement aux ultra riches de redistribuer la richesse. Et nous, on pense que de ce côté-là, ça se résout aussi par des révoltes sociales. Les Gilets jaunes, c'est un exemple. Et nous, on pense que ça veut dire que la population, à un moment donné, elle se batte, elle s'organise, elle revendique. Et c'est vrai qu'il y a besoin, tout simplement, que pour vivre décemment, il faut à peu près au moins 1 800 € jusqu'à 2 000 €. Et c'est pas les ultra-riches qui vont nous dire le contraire. Eux qui ont visiblement toujours besoin de plus pour s'acheter des yachts ou pour aller partir dans l'espace. Sauf que c'est pas la même chose pour le coup pour une entreprise, sinon une entreprise du CAC 40 ou une TPE ou PME. Après, ça pose le problème, effectivement, la redistribution des richesses, c'est aussi la question d'une sécurité sociale. Donc faire cotiser, faire payer les plus riches de manière à ce que justement l'argent puisse recirculer dans l'ensemble de la société. Ce qui ne vient pas spontanément, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra l'exiger et l'imposer par en bas par des révoltes sociales. Mais là, on a quand même un système économique qui est complètement dingo, quoi. C'est quand on voit un Arnaud à 157 milliards d'euros et à côté de ça, des millions de gens dans la précarité et même des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ou des retraités ou des jeunes aujourd'hui à la fac et qui n'arrivent pas à manger. Il y a un truc qui ne va pas dans cette société-là. Donc là aussi, il faut trouver une solution. Si ça ne vient pas d'en haut, si la raison ne vient pas d'en haut, nous on pense qu'il faut l'imposer par en bas. Donc vous taxez principalement les plus riches et c'est grâce à ces taxes aussi que vous proposez par exemple, j'ai vu dans votre programme, de rendre gratuit tous les transports en commun, le train aussi. Ouais, parce qu'en fait, les fortunes accaparées par une minorité, c'est énorme. Donc aussi. Les impôts n'augmentent pas. C'est forcément par la fiscalité. Aujourd'hui, de toute façon, on le voit, ça fait 40 ans que les impôts des riches diminuent, l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur la fortune qui a disparu. Donc, mais ça, c'est vrai en France comme partout ailleurs, en fait. Que les impôts des riches. Donc, il faut, globalement, les riches payent beaucoup moins qu'il y a 40 ans. Et donc, du coup, il faut rétablir ça. Donc, c'est la question de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Et à partir de combien on est riche là, après, on peut dire, je sais pas, mais c'est toujours difficile à dire un chiffre, mais à partir du moment où on a 4 à 5 000 € par mois, ça commence à faire pas mal quand même. Là, vous vous rendez compte qu'on discute de gens qui ont 800 € par mois. Donc il faut trouver un équilibre. Et le problème, c'est ça, c'est d'arriver à faire en sorte. En fait, le problème du chiffre, c'est tout simplement à partir de combien on vit correctement et à partir de combien on pense que l'argent, quand on est millionnaire ou milliardaire, on peut se dire que finalement, un petit peu moins, ça ne changera pas la vie de ces gens-là. Donc, mais on est dans une société où la richesse, elle est produite quand même collectivement. C'est pas, donc du coup, redistribution et redistribution des richesses et votre programme à lire, Philippe Poutou, candidat du NPA à l'élection présidentielle. En tout cas, on aura le résultat dans 10 jours, le 4 mars prochain. Ouais. Merci à vous tout de suite. C'est dans l'air avec Axel de Tarlet qui revient sur la situation explosive à la frontière de l'Ukraine. Bonne émission.